Bonsoir Lomé, bonsoir Bamako, bonsoir Ouagadougou, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans cette émission, La Voix du Peuple sur Canal K et sur Radio à volonté, la voix de la résistance togolaise et africaine. Et comme on le dit, Keleke Tanye, Bitumba Masuka, ça veut dire la lutte continue. Et Keleke Tanye va se prononcer comme il faut avec notre invité malien qui est venu au studio avec nous. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Merci à vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube de Radio à volonté. On va parler de cette grande joie de nos frères maliens. 10 années, la communauté internationale n'a pas pu libérer Kidal, qui a été pris en otage pendant au moins une dizaine d'années par des terroristes. Donc, Kidal a été Mali Koura. Merci beaucoup. Cette résistance continue. On va parler aussi de la situation politique au Togo et nos invités sont en ligne depuis Lomé au Togo. On va accueillir Dr Richard Tinjo, qui est vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Et ici même au studio, on va accueillir Adama Touré, qui est également aussi responsable d'un parti politique au Mali, mais basé ici en Europe, notamment en Suisse. On va d'abord prendre à Lomé Dr Richard Tinjo. Bonsoir, Dr Richard Tinjo. Bonsoir à Mouss, bonsoir à Adama, notre collègue Adama. Bonsoir aux éditeurs, aux éditrices de la radio à volonté, à tous les citoyens togolais et à nos frères et sœurs qui vivent dans la diaspora et à toute l'Afrique qui nous suit. Merci beaucoup de nous accompagner en ligne depuis Lomé au Togo. On va retrouver ici même au studio Adama Touré. Bonsoir. Bienvenue encore une fois d'être là dans notre studio de radio à volonté. Et au Mali, c'est Keleke Tanye. Keleke Tanye. Merci beaucoup Sylvain pour l'invitation. Je suis très content d'être sur la radio à volonté Keleke Tanye. Je suis déjà un habitué. Un habitué. Alors, merci beaucoup à nos amis du Mali Koura. On est très content de partager cette grande joie. Kidal est libéré 14 novembre dernier. C'était la joie totale de tous les Africains d'ailleurs. Mais bien avant ce débat sur le panafricanisme, le vrai panafricanisme d'ailleurs, on va aller au Togo, à Lomé, pour parler de cette actualité qui défraie la chronique. Au Togo comme dans la diaspora, on va parler de ces deux journalistes, Innocent Sossou et Loïc Lawson, journalistes qui ont été jetés en prison par le ministre ADG, qui est ministre de l'urbanisme. Entre-temps, il était ministre du commerce. Donc, ces deux journalistes sont poursuivis pour diffamation, atteinte à l'honneur et incitation à la révolte. Donc, justement, c'était autour d'une affaire de vol dans la maison du ministre ADG. On parle même de 400 millions. C'est quand même trop, une grosse somme. Donc, réaction partout dans la diaspora, tout comme au Togo. Les gens ne sont pas contents. Pourquoi un ministre encore de surcroît, un pasteur donc, ne veut pas pardonner, a jeté finalement en prison ces deux journalistes? Quelle est votre réaction, Dr Richard Tinjo? Merci Amos. C'est avec beaucoup d'étonnement que nous avons appris l'arrestation des deux journalistes, Ananis Sossou et Loïc Lawson, transférés à la prison depuis le 15 novembre suite à des articles qu'ils ont publiés, des informations qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux au sujet d'un vol qui aurait été effectué au domicile du ministre de l'Urbanisation, le ministre ADG. Bon, nous tous, nous trouvons devant une situation un peu plus embarrassante. Déjà, les années passées, c'était pratiquement la même situation avec le même ministre. Lorsque nous prenons le cas de Ferdinand Aïté et son confrère Joël Lega, qui malheureusement perd son âme, n'est plus de ce monde, ça a été toujours... c'était aussi une affaire comme ça avec l'histoire de Petrogate. Et on n'a pas compris, il y a eu l'audit sur cette affaire de transaction de pétrole au pays. Lui a fait son travail, l'investigation a sorti les résultats. L'audit que l'État même a commandité avait aussi ressorti des insuffisances, des problèmes au regard de la gestion du problème du carburant au Togo. Mais finalement, celui qui a fait l'enquête, qui a fait des investigations, était poursuivi pour outrage et un certain nombre de points. Ils ont fait quelques temps à la prison avant d'être libérés. Et plus tard, c'est dans une autre affaire qu'on les poursuit.
Toujours, je crois que dans la suite de l'affaire qu'on les poursuivait, finalement, ils étaient obligés de quitter le pays. L'autre, il est décédé. Et cette année encore, nous nous retrouvons dans presque la même situation de vol. De vol qui envoie d'autres journalistes en prison. Pourtant, c'est des journalistes... Il faut rappeler que c'est un vol qui a eu lieu au domicile du ministre Adedje. Ministre Adedje, oui. Cette année encore, il y a eu cette investigation qui porte l'information au public. Et au final, on trouve que ces personnes ont porté la tête au ministre, et ainsi de suite. Pourtant, il y a la HAC, qui est une institution créée par l'État pour gérer ces questions. Normalement, on devait dépénaliser le code des journalistes pour leur permettre, si vous faites une mauvaise investigation, c'est que vous devez faire des rectificatifs pour corriger et ne pas atteindre l'image des gens. Il ne faudrait pas que l'institution soit là et que d'autres agissent. Il serait bien que la justice elle-même se saisisse de cette affaire pour voir est-ce qu'il y a effectivement ou non au domicile du ministre. Pour le montant, on n'en sait pas. Les enquêtes vont se situer à la fin pour savoir si réellement il a été victime de vol. Et s'il a été victime de vol, c'est quel montant. Docteur Richard Tindior, oui, on reproche aux journalistes également diffamation de fausses nouvelles, incitation à la révolte. On parle de 400 millions. De quoi a peur quand même, ministre Adedje, quand on parle d'incitation à la révolte? Bon, vous savez très bien que lorsqu'on veut accuser son chien, on l'accuse de rage. Quand on veut tuer plutôt son chien, on l'accuse de rage. Eux, ils ont fait leur travail. 400 millions, ils disent 400 millions. Est-ce que c'est vrai, ce n'est pas vrai? Il va falloir que la justice elle-même s'auto-saisisse et que la justice éclaire l'opinion par rapport à ce montant. Est-ce que c'est réellement 400 millions? Est-ce que c'est moins de 400 millions? Si c'est plus de 400 millions ou bien c'est moins de 400 millions, est-ce que la maison, est-ce qu'on peut conserver de l'argent, un tel montant dans une maison sans être poursuivi? Je crois que les banques sont là pour pouvoir protéger les avoirs des uns et des autres, des citoyens. Bon, nous ne savons pas si c'est 400 millions, ce n'est pas 400 millions. Nous, par exemple, au niveau du GMC, je rappelle que je suis aussi le rapporteur du grand mouvement citoyen GMC, au-delà du fait que je suis vice-président du Parti des démocrates socialistes africains. Au niveau du GMC, nous sommes en train de réfléchir à une action pour pouvoir soutenir ces journalistes. Parce que nous estimons que c'est de trop. Et c'est pour ça que nous menons tout le temps la lutte pour la liberté d'expression dans ce pays. Les journalistes, même eux-mêmes, aujourd'hui, sont en train de vivre ce que l'opposition est en train de dénoncer depuis des années. Lorsqu'on dit battons-nous pour la liberté d'expression dans le pays, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous tous, puisque tout à fait. Vous ne savez pas. Je ne vous coupe pas, docteur Richard Tindior. Merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé au Togo. Il faut quand même rappeler que ces deux journalistes, Innocent Sossou et Log Lawson, selon des informations, sont très proches du pouvoir unir. Bon, voilà, s'ils sont déjà proches du pouvoir uni, voilà les conséquences. C'est-à-dire que le régime n'a pas d'amis. Aujourd'hui, si le régime a besoin de vous, il va vous utiliser. Vous allez le servir, vous allez faire sa propagande. Mais au moment opportun, s'il sent que ses intérêts sont menacés, il ne va pas vous lâcher. Il va vous sacrifier. Si aujourd'hui, c'est ce que certains journalistes et certains Togolais ne comprennent pas, mais ces journalistes quand même défendent bec et ongle ce régime dictatorial au Togo, mais finalement on les emprisonne pour diffamation, atteinte à l'honneur, incitation à la révolte. On n'arrive plus à comprendre. Le journaliste devait rester impartial. Il ne devait pas avoir de bord politique. Le journaliste fait ses investigations et il apporte l'information à l'opinion pour que les gens puissent l'utiliser. Maintenant, si vous êtes du bord, vous êtes proche du régime et que vous suivez ceci, finalement, quelle est alors là, est-ce que c'est un métier vraiment son importance? D'accord. Normalement, si c'est proche du pouvoir, il devait gérer ce problème-là en interne sans que personne ne sache. Donc en gros, la dictature n'a pas d'amis. En gros, la dictature n'a pas d'amitié, n'a pas d'amis. D'accord. La dictature n'a pas d'amis. Lorsque vous êtes avec la dictature, sachez qu'aujourd'hui, la dictature va vous utiliser au moment opportun. Il va vous jeter comme l'orange pourri parce qu'il aura déjà utilisé la substance. Ce qui est bien, il faut se battre pour l'intérêt
Comment il faut se battre pour l'épanouissement des citoyens. C'est ce à quoi on demande tout le temps aux citoyens du Togo de se battre. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être peut-être dans une institution où vous avez une portion de pouvoir, travailler pour l'intérêt commun. Nous avons vu tout dernièrement avec le procès Madjouba, ce qui s'est passé. Vous voyez, les mêmes personnes qui pensaient que les choses ne pouvaient pas les arriver, aujourd'hui, ça les arrive. Donc nous devons tirer des leçons. Battons-nous pour la liberté du pays. Battons-nous pour l'épanouissement du pays. Pour que tout le monde soit à l'aise. En tout cas, merci, Dr Richard Tindio. Vous êtes également un des responsables du GMC, Grand Mouvement Citoyen. Alors, nous sommes dans un débat panafricain sur Radio Avolete, dans le studio de Radio Avolete. On l'a dit, quel est Ketanye. Avolete veut dire le combat continue. Merci Adama Touré d'être avec nous. On l'a dit tantôt en introduction qu'on est très content. Tous les Africains sont contents de la libération de Kidal, qui a été pris en otage pendant plus de 10 ans par des terroristes, des djihadistes. Et finalement, la communauté internationale n'a pu rien faire. Et c'est les Maliens eux-mêmes qui se sont battus et ont bouté hors de ce territoire ces djihadistes. La joie totale. Quel est votre sentiment, quelle est votre réaction, Adama Touré, vous qui êtes malien? Merci Sylvain. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à notre camarade Tindio, depuis Lomé, qui a réagi à l'arrestation des deux journalistes togolais. Et c'est un phénomène dont on est familier aussi au Mali, il faut le dire. Je voudrais exprimer ma solidarité pour ces journalistes-là qui sont emprisonnés, parce que le délit de presse ne doit pas exister dans une démocratie. La presse, c'est important dans une démocratie de pouvoir, exprimer un certain nombre d'opinions sur les autorités politiques. Et nous, au Mali aussi, on est assez familiers du fait que le régime n'a pas d'amis lorsqu'il s'agit justement de son image, de son intérêt, parce qu'ils sont toujours aux aguets, ils ont toujours peur que le peuple se soulève. Donc, ils ne laissent rien passer. Et au Mali aussi, on voit des personnes comme Adama Ben Les Cerveaux, qui sont des faiseurs de roi, des faiseurs du régime, qui sont en prison. Et pour avoir exprimé leur opinion, on a des Raspat, comment elle s'appelle, Mohamed Bachili en prison, Rokia Doumbia en prison, et beaucoup de personnes récemment, des gens ont été libérés, des soutiens inconditionnels du régime. Et donc, c'est triste qu'au Togo, ce qu'on voit au Togo, c'est ce qu'on voit maintenant au Mali aussi depuis 2020. Donc, je voudrais exprimer toute ma solidarité pour le peuple togolais, dont le combat contre la dictature est un combat noble, un combat formidable, héroïque, et qui n'est pas assez reconnu dans la communauté panafricaine. Et je suis vraiment de tout cœur avec le peuple togolais, et nous dénonçons cette dictature qui se maintient. D'accord, merci. Merci Adama. Maintenant, parlons de cette libération de Kidal. Vous, en tant que Malien, je sais que vous êtes très content. Vos frères et sœurs, on a vu la vidéo. Pendant 3 jours, c'était la joie totale qui va continuer avec cette révolution, cette résistance africaine. Merci. Alors, je ne me suis pas présenté. Je suis Touré Adaman du parti Bemba Otien Tabao, dignitaire des institutions natives en français. Et notre parti vient de sortir un pamphlet sur la situation à Kidal. Et donc, notre joie est assez mesurée, malheureusement, par rapport à la prise de Kidal, si on peut l'exprimer ainsi, puisque nous avons 2 principes auxquels nous ne voulons pas déroger. Le premier principe, c'est le principe des règlements pacifiques des conflits. Ici, on a un accord de paix avec les mouvements signataires de l'accord d'Alger de 2015. Donc, lorsqu'il y a un accord de paix, les armes n'ont pas forcément lieu de s'exprimer, parce qu'on est entre des personnes civilisées. Il y a un accord de paix, on doit pouvoir parvenir à un règlement pacifique du conflit entre Maliens. Premier principe. Deuxième principe,
c'est le principe de non-effusion de sang entre Maliens. Qu'il n'y ait pas de bataille fratricide entre Maliens. Malheureusement, ces personnes qui ont signé cet accord de paix, les groupes armés, depuis 2015, sont dans les organes du régime de transition. Ils sont au Parlement, ils sont représentés au gouvernement. Et puis soudain, la sémantique du régime veut que ce soit des terroristes. Nous, on connaît qu'il y a des terroristes au Mali, il y en a beaucoup, mais les terroristes n'occupent pas des centres urbains comme Kidal. Les terroristes occupent les milieux ruraux, dans tout le centre, dans une grande partie du centre et du nord du pays. Les localités rurales, les villes moyennes et les localités rurales sont occupées par les terroristes. Et les terroristes, c'est les Jinim, l'État islamique, Al-Qaïda, AQMI, Ansar Dine, c'est des groupes terroristes assumés comme tels. Par contre, les groupes autonomistes signataires de l'accord d'Alger, ce n'est pas des terroristes. C'est triste de le dire parce que c'est le vocabulaire du président de la République, du président de la transition. La transition Assimi Goïta. Assimi Goïta lui-même. Donc, pour nous, c'est dommage que nous en soyons arrivés à chercher à régler ces problèmes par la violence. Et ce n'est pas terminé. Le président l'a reconnu. Il a dit qu'il y a encore... Donc, c'est une analyse mitigée de la libération de Kidal. C'est ça. Pour nous, dès lors qu'il y a un accord de paix, pour nous, c'est sacré. C'est vraiment important. Un accord de paix qui nous a permis une accalmie depuis 2015. Depuis 2015, il y avait plus d'effusion de sang entre Maliens. Et donc, cet accord de paix avait tout pour parvenir à un règlement pacifique du conflit. Et le processus constitutionnel de juin 2023 était vraiment une aubaine pour parvenir à couler dans le marbre, si je peux m'exprimer ainsi, la paix perpétuelle entre les communautés autochtones du Mali. D'accord. Et donc, malheureusement, nous ne pouvons jamais adhérer au choix militaire devant un accord de paix qui n'attend qu'à être appliqué, quitte à être révisé. D'accord. Donc, Adama Touré, avant de relancer Dr Jatine qui nous suit en direct dans cette émission panafricaine sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Parlons justement de cette libération de Kidal qui a encore mobilisé beaucoup d'Africains. On l'a dit tout à l'heure, ça fait plus d'une dizaine d'années que Kidal a été pris en otage par des terroristes. Donc, la France, notamment, les Américains n'ont pu rien faire pour libérer Kidal. Et c'est la transition militaire de Assimi Goïta qui l'a fait. Maintenant, on peut vous comprendre. Est-ce que, quand vous faites ce genre d'analyse, est-ce que ce n'est pas un petit peu, je vais vous titiller un petit peu, ce n'est pas prêter le flanc aux forces exogènes qui veulent déstabiliser l'Afrique, notamment le Mali? Merci, j'y ai pensé. Nous, on n'est pas tendre avec les forces exogènes. Au contraire, nous, on veut balayer toutes ces forces de notre pays. Ils ne sont pas que physiquement dans notre pays. Ils y étaient physiquement, on est d'accord. Mais ces forces exogènes sont plus présentes psychiquement dans la tête de nos autorités et dans nos institutions. Et notre combat majeur, c'est de nous débarrasser d'eux jusque dans nos cerveaux. Qu'on se débarrasse de la langue, de ces forces qu'on utilise au détriment des nôtres, qu'on se débarrasse de la République qu'ils ont installée, qu'ils ont substitué à nos institutions natives. Et donc, au contraire, ces forces exogènes, j'ai presque envie de dire qu'ils nous épouvantent et ils nous prennent plus en ennemi que le régime d'Assimi Goïta qui continue à se complaire avec la République jacobine à la française, qu'il a maintenu avec la Constitution de juin 2023. Donc nous, on n'est pas tendre avec les forces exogènes. Et ce qui les épouvante, c'est notre combat contre leur langue, contre leurs institutions sur nos têtes. Par contre, là où c'est important de ne pas céder à un règlement militaire violent de ces conflits,
c'est qu'on a affaire à une communauté autochtone du Mali, les Touaregs. Les Touaregs au Mali sont dans on peut citer 2 à 3 États coutumiers maliens dominés par les Touaregs, dont l'État d'Adak. L'État d'Adak, c'est l'État dont la capitale est Kidal. Et à l'arrivée de l'armée, les populations autochtones ont déserté leur ville. Est-ce que vous vous imaginez les ressentiments que ça peut faire, entre communautés, que lorsque l'armée régulière du pays arrive dans la ville, les communautés autochtones désertent la ville et laissent la ville, entre guillemets, à des personnes non autochtones de la ville. Et ça crée des tensions ça peut créer des tensions sur plusieurs générations encore. Et donc, ça ne présage pas d'un règlement pacifique de ces conflits. Et pour nous, ça, c'est très grave parce que l'unité nationale, c'est très important. C'est plus important que l'intégrité du territoire, l'intégrité militaire du territoire. Si l'unité nationale est imprimée dans nos esprits et qu'il y ait moins d'effusion de sang, et qu'on arrive à un accord de paix avec cette communauté qui est une communauté autochtone du Mali, l'État malien, ils sont en conflit avec l'État malien, ils ne sont pas en conflit avec le Mali comme nation. Ils n'aiment pas l'État centraliste jacobin. Est-ce que les forces exogènes n'ont pas infiltré ces djihadistes, ces terroristes à Kidal? Maintenant, on a bien fait de les dégager quand même. Possiblement d'ailleurs. D'ailleurs, on a vu qu'ils ont beaucoup copiné avec les djihadistes, ces mouvements armés. C'est pour ça que notre parti ne soutient pas les mouvements armés, puisqu'ils ont beaucoup collaboré avec les djihadistes. Ils s'attendaient d'ailleurs à ce que les djihadistes combattent à leur côté devant l'armée malienne. Donc ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Il y a aussi, bien sûr, des pays étrangers, comme partout, qui... Lorsque les murs, comme disent les Maliens, lorsque les murs se fissurent, les margouillards rentrent. Donc, mais cela ne doit pas du tout nous faire perdre de vue la nécessité que le fait que des Maliens se tuent entre eux pour qu'un État centraliste, ultra-centraliste, puisse prévaloir son hégémonie totale sur la totalité du pays, que cela soit vu comme forcément comme un succès. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, on voit que vous avez une analyse très mitigée de la situation de la libération de Kidal, mais c'est très facile de critiquer, mais il faut aussi proposer des solutions. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec la transition militaire malienne d'Assimi Goïta, mais on va relancer d'abord, comme c'est une émission panafricaine, il y a aussi un grand panafricain togolais, un homme politique, Richard Tindior, depuis Lomé au Togo. Docteur Richard Tindior, vous avez suivi très attentivement le Malien Adama Touré, qui n'est pas totalement d'accord avec cette libération de Kidal, mais il veut bien la libération de Kidal, mais il parle aussi de ce... j'oublie quand même le terme, il y avait quand même un accord de paix d'Alger. Ouais. Il y avait un accord de paix d'Alger qui devait quand même plancher sur ce problème-là. Alors, docteur Richard Tindior, vous qui êtes panafricain, comment avez-vous reçu cette libération de Kidal, puisque beaucoup d'Africains sont contents, docteur Richard Tindior? Merci, moi je jette les fleurs au président Assimi Goïta et au peuple malien pour leur dévouement, leur engagement pour pouvoir sécuriser leur territoire. C'est la même chose au niveau du Burkina avec le capitaine Ibé, au Niger et dans les autres pays où les citoyens ont décidé eux-mêmes de se libérer. Moi, ce que je ne comprends pas, l'accord d'Alger ne date pas d'aujourd'hui. L'accord d'Alger date il y a plusieurs années. Et cela a conduit même à la mise en place d'une force internationale pour pouvoir sécuriser le territoire. Si nous savons déjà que nous prenons déjà la région de Kidal qui fait presque 200 et quelques mille kilomètres, le territoire est grand. C'est extrêmement grand pour la gestion de cette région. Bon, on a une force étrangère qui est arrivée pour sécuriser le territoire. Pendant plus de 10 ans, les terroristes ont continué par dicter leurs lois aux Maliens. À un moment donné,
les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main en se battant pour se libérer. Ici, ce n'est pas une question de fusion de sang. Ce que les djihadistes font, ou bien les terroristes font, est-ce qu'eux, ils sont en train de blaguer avec les citoyens? Ils tuent les citoyens. Ils empêchent que l'économie se développe. Ils empêchent que la population soit épanouie. Et dans ce genre de crise, généralement, il y a des gens qui soutiennent parce qu'ils peuvent faire des activités illicites, peuvent faire beaucoup de trafic et gagner de l'argent au dos des pauvres citoyens. Et si aujourd'hui, un gouvernement a décidé d'aller par la force pour sécuriser sa nation, je ne vois pas en quoi cela est mauvais. D'accord. Donc vous partagez la joie de beaucoup d'Africains d'ailleurs, hein, Dr Jatinho. Bien sûr. Pourquoi chaque pays doit faire l'effort de sécuriser son territoire pour éviter que le territoire soit... Je pense que Adama Touré aussi est d'accord, mais pas totalement. Hein. Il va nous dire pourquoi il n'est pas totalement d'accord. Il a déjà dit, mais quelle solution, hein? Ouais. On ne va pas laisser les djihadistes continuer par dicter leur loi, parce que vous voyez déjà dans la sous-région ce que nous vivons. Même au Togo, nous sommes en train de vivre presque la même chose. Ou dans certains endroits du nord, vous pouvez plus aller facilement dans la région septentrionale, vous pouvez plus aller facilement. Et regardez les populations qui se déplacent. La misère dans laquelle ces populations se retrouvent à cause de cette situation de terrorisme. Je crois qu'une fois que le président Assimi Goïta et ces généraux, la population a réussi à libérer la région de Kidal, la ville de Kidal, il va falloir maintenant occuper ces territoires par l'administration en installant les structures de l'État là, pour que ces personnes-là n'aient plus la chance de revenir. Parce qu'ils auront toujours leurs complices à l'intérieur pour reprendre cette lutte. Mais docteur Jacques, cela nécessite de gros moyens quand même. Pour le faire. Cela nécessite de gros moyens, ça va faire un sacrifice. Actuellement, ce qu'ils sont en train de faire, ils se sont déjà engagés sur la voie du sacrifice. Ils doivent continuer. Parce que s'ils libèrent le territoire et qu'ils partent, ils n'occupent pas, les institutions ne s'installent pas là-bas, ces djihadistes vont encore reprendre la main. Et n'oubliez pas, nous avons dit que les forces étrangères étaient là-bas pendant plusieurs années, une dizaine d'années. Ils n'ont pas pu sécuriser. Des choses se font au dos des Maliens. Si ils ont réussi à remettre encore les accords coloniaux qui étaient là, c'est parce qu'à un moment donné, le pays est en train de perdre. En tout cas, regardez si déjà les Maliens ont réussi. On a compris votre position. Merci. Tout à fait. Je crois que c'est une bonne chose. Merci. Bonne chose. Hein? Vous êtes très ravis, vous êtes très contents. Et la résistance continue. Nous sommes toujours dans cette émission panafricaine sur radio. À vous le dire. Donc la lutte continue. Les Maliens, les Burkinabés qui nous suivent, sachez que nous sommes très contents. Nous sommes de cœur avec nos frères maliens, Malik Koura. Alors justement, Adama Touré, je le dis, vous êtes un homme politique malien. Vous êtes ici à Fribourg, en Suisse. Vous n'êtes pas totalement d'accord avec cette manière de procéder pour la libération de Kidal. Alors, que proposez-vous? Je le disais tantôt, il est très facile de critiquer. Hein, parce que nous sommes dans une situation très, très difficile aussi. Hein. Comme je le dis tantôt, est-ce que c'est-à-dire nous ne sommes pas infiltrés par ces forces exogènes qui veulent déstabiliser l'Afrique, notamment le Mali? Merci. Que proposez-vous? Alors, nous, on n'a vraiment pas été avares en proposition. On a toujours fait des propositions au régime militaire en place, pour ne pas l'appeler la chente. Mais les régimes militaires quand même, parce que ça va de soi que ça en est... En tout cas, vous n'avez pas le droit de les appeler la chente. Non, nous aussi, on ne va pas, mais... non, ce sont des vaillants militaires patriotes quand même. Voilà, on dira les régimes militaires, si c'est ce que vous préférez. Il n'y a pas de souci, allez-y. Ceci dit, on n'a pas été avoir des propositions. Récemment, on a fait un texte de, je ne sais pas, c'est peut-être dans les 40 pages des documents sur Kidal, sur ce conflit avec les gens du Nord, qui s'appelle Accord d'Alger, autopsie d'une crise. Et donc, avant cela, on a fait beaucoup de propositions d'ordre institutionnel pendant les processus constitutionnels. Donc, le processus constitutionnel dont on s'est vu pendant ces temps, d'ailleurs, on a fait des débats et tout, et on n'a pas été avare en proposition. Donc, je vais énoncer quelques-unes des propositions majeures que nous avons faites, qui sont à même, selon nous, de régler ces conflits. Mais avant ça, j'aimerais réagir à un point de ce que disait notre ami tout à l'heure, que les terroristes, d'abord, les terroristes ont occupé Kidal, etc. C'est vraiment que la sémantique... On veut parler ça langue de bois. Est-ce que ce sont des terroristes, oui ou non? Absolument pas.
Je vais vous dire pourquoi. Ils ne sont pas des terroristes. Pas du tout. Ah non, on ne comprend pas. Parce que pendant des années, voilà, ils se sont accoquinés avec ces forces. Il y a des gens qui ont pillé justement le Mali. Oui, mais elles aussi, ils ont subi le terrorisme. D'ailleurs, ils avaient été chassés de leur propre ville par les terroristes en 2012. Ils avaient été complètement chassés. Donc pour vous, ce sont des victimes. De leur propre ville. Donc, ils sont victimes. C'est ce que je vais dire ici, c'est qu'on a affaire à une communauté, puisqu'il y a même les dignités coutumières dont les ressortissants sont impliqués dans cette mouvance autonomiste. Vous voyez, on a une communauté qui se soulève contre une forme d'État qui n'est pas acceptable pour eux, qui confisque tout le pouvoir local et qui les ramène à, je ne sais pas si c'est combien, 1000 kilomètres de chez eux. Vous voyez, à une semaine de voyage pour arriver dans la capitale. Donc, ils sont là, loin de tout. Ils veulent leur autonomie. Et je peux vous dire que cette communauté ethnique, depuis toujours, a été réfractaire au centralisme et a été jalouse de son autonomie. Depuis sous l'empire Songhai, ils ont résisté aux empereurs Songhai, qui avaient aussi voulu avoir une autorité politique centraliste sur eux, puisque c'était un empire de droits musulmans vers son déclin. Mais imaginez, Sylvain, que le régime de Togo vous qualifie, vous, les résistants togolais, exilés de par le monde, que le régime togolais parvient à convaincre le monde entier que vous êtes des terroristes. Au motif qu'il y a des terroristes... En tout cas, je ne pense pas que c'est la même situation au Kidal. Je vais vous en arriver. Il est bien vrai, vous êtes malien, oui. Oui. Mais moi, ce sont des informations... Imaginez... Voilà, ces djihadistes ont été infiltrés par ces forces. Il y a des gens qui ont pillé le Mali. Au motif qu'il y a des terroristes au Togo, imagine que le gouvernement fort parvient à convaincre le monde entier que, vous voyez maintenant, il y a des terroristes au Togo qui harcèlent l'armée. Donc, je suis confronté à une mouvance terroriste et dans toute la résistance à la dictature togolaise, je le mets dans le sac des terroristes et tout le monde commence à penser ça. C'est ça qui arrive ici. D'accord. Donc, il faut vraiment être fin pour pouvoir faire la part des choses. Il y a le terrorisme dans tout le nord du pays. Donc la situation est compliquée alors à comprendre. En vérité, il y a les groupes indépendantistes laïcs et il y a des groupes terroristes islamistes. Les groupes indépendantistes laïcs sont justement les groupes qui sont dans le CSP. Et ensuite, les groupes terroristes qui, eux, je le répète, ne contrôlent aucune grande ville du pays. C'est AQMI, Al-Qaïda, JNIM, Ansar-Din, État islamique. Ça, c'est des groupes terroristes qui sont là, qui contrôlent une très grande partie du territoire national, dans le milieu rural. Sauf que l'État n'est pas trop intéressé par le milieu rural de son pays. L'État est focalisé sur les grandes villes, puisque c'est ça qui se voit. L'État, d'ailleurs, négocie avec les terroristes pour laisser les axes routiers. Vous voyez, puisque les terroristes, ils ont souvent coupé des axes routiers entre les grandes villes du Mali. Des villes emblématiques historiques comme Tombouctou, comme Gao, ont été récemment coupées d'accès par les terroristes. Par contre, Kidal a été administré par des personnes qui étaient indépendantistes, qui, grâce à un accord de paix, ont consenti à une autonomie. Donc, ils ont renoncé à un État qui n'avait aucune chance d'exister, l'État d'Azawad, compte tenu de la prétention territoriale qu'ils avaient et compte tenu de beaucoup d'autres paramètres qui étaient délirants. Mais de là à leur dire que c'est des terroristes et de les tuer au même titre que les terroristes, ce n'est pas vrai. J'aurais bien aimé que ça soit vrai puisque je suis malien et je ne suis pas de cette région et je suis du sud, je n'ai pas des liens particuliers avec cette région. Mais ce n'est pas vrai. C'est des personnes, d'ailleurs, qui sont représentées dans le Conseil national de transition, donc le Parlement autocratique de transition, dont les élus sont nommés par le président de transition.
ils sont représentés dans le gouvernement de transition. Donc, je vois mal les terroristes représentés dans le gouvernement de transition. Je pense que le gouvernement de transition d'Assimi Goïta est aussi conscient de ce que vous dites là aussi. Hein. Ils sont en train de voir dans quelles conditions ne pas mélanger tout le monde dans un même panier. Hein. Mais l'essentiel est fait. Kidal a été libéré, Adama Touré. Hein. On va continuer quand même ce débat. On va continuer là-dessus, mais je vais donner quand même quelques solutions. Mais honnêtement, c'est un effet d'annonce. Ce qui s'est passé, c'est un effet d'annonce. Rien n'est réglé encore. D'accord, ça on sait. Il faut y travailler. C'est les Dr. Richard Tidjor l'a dit tout à l'heure. Mais c'est un effet d'annonce qui va beaucoup. C'est à des fins électoralistes. Les élections, c'est bientôt en début 2000. Vous le pensez vraiment 2024, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas le choix au Mali, on doit faire des élections. Et donc, en perspective de ces élections, il faut faire des effets d'annonce, des coups d'éclat comme ceux qu'on a vu. Vous pensez que la transition doit faire mieux que ça? Absolument. D'accord. Et même, les solutions sont lesquelles ici? Les solutions sont très claires. Il faut que nous reprenions notre processus constitutionnel de refondation de l'État malien, qui est un État trop centralisé, trop centraliste, tout centralisé à Bamako. Vous voyez, c'est un État qui s'exprime en français pendant que les gens à Kidal s'expriment en tamashek, pendant que les gens à Gao s'expriment en Soreille, à Ségou s'expriment en Bambara, à Massina s'expriment en Peul ou en Mossi. Donc, c'est un État dominé par une caste de francophones dégénérés, aliénés, déconnectés de la réalité du Mali, qui féodalise tout le reste du Mali, tellement jaloux de notre hégémonie totale sur le Mali, que chaque fois qu'une communauté autochtone conteste ce centralisme excessif, on va doiter cette communauté d'apatrides, d'ennemis de la nation, et nous tous, nous applaudissons à notre propre servitude en disant, oui, si vous n'obéissez pas aux autorités de Bamako, c'est que vous êtes des mauvais Maliens, vous êtes des terroristes, alors il faut vous bombarder par des drones, alors que l'autonomie des communautés autochtones, c'est indispensable. Et c'est dans un cadre de processus constitutionnel. Quand vous parlez ainsi, quand vous parlez ainsi, est-ce que vous ne prêtez pas le flanc? Je vais encore le dire, est-ce que vous ne prêtez pas le flanc à ces forces exogènes qui veulent déstabiliser l'Afrique? Même si on dit souvent le l'ENSA se lève en famille. Oui, alors c'est justement ça qui nous a vraiment, comment dire, c'est ça qui nous a eu. En gros, parce qu'à force de penser... Je sais que vous n'êtes pas contre totalement Assimi Goïta, je sais, oui, vous l'avez dit, vous le soutenez. Alors, moi, je le soutiens. Je ne le soutiens pas du tout, honnêtement. Pourquoi? D'abord, j'ai des principes, je ne soutiens pas un régime militaire. Vraiment, un régime militaire, c'est plus fort que moi, je ne peux pas soutenir. Pour moi... il pose quand même des actes qui sont quand même... Il pose des actes à saluer. Mais moi, comme homme politique, je suis plus attaché aux institutions. Moi, je veux des institutions fortes dans notre pays. Mais vous êtes reconnu comme parti politique, très jeune quand même. Ça prouve que le Mali n'est pas, c'est pas de la dictature au Mali. Alors, vous verrez que notre parti, on a fait quasiment 3 ans de lutte pour être reconnu. Donc, nous, on voulait participer au processus constitutionnel qu'on a... On va laisser réagir Dr. Richard Tidjor. Juste pour terminer sur ce point, 30 secondes. Il nous faut quitter cet État républicain, centraliste, jacobin à la française, dont les populations autochtones, comme celles de Kidal, les Touaregs de Kidal et d'autres communautés du Mali, ne supportent plus. Mais on est résigné dedans. Mais cet État, vous verrez l'administration malienne, ils ne vont rien faire de substantiel à Kidal. Parce que l'État est trop centralisé à Bamako. Vous l'avez dit tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Si on ne revient pas sur ça, le problème ne sera jamais réglé. En 63, il y a eu la rébellion. En 72, il y en a eu. En 92, il y en a eu. En 2012, il y en a eu. Donc, ça ne va jamais finir. En 2023, on a le même problème. D'accord. Donc, il faut aller vers l'unité. Adama Touré, on essaie quand même de vous comprendre. On essaie quand même de vous comprendre. Alors, Dr. Richard Tidjor, vous avez suivi très attentivement le Malien Adama Touré qui est ici, même à Fribourg, en Suisse, et il ne partage pas totalement cette libération de Kidal. Vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez encore une réaction, Dr. Richard Tidjor, depuis Lomé?
je pense que Adama Touré doit, de toute manière, c'est exactement ce qui se passe dans ce pays. Mettez-vous un peu la part de nos citoyens qui sont dans les milieux ruraux. Vous l'avez dit, les terroristes ont plus leur base dans les milieux ruraux. Imaginez un peu la souffrance de ces populations-là. Ce qui a fini l'État a réussi par cette stratégie à libérer cette grande région qui fait, comme je l'ai dit, presque 260 000 km. Ça se passe quasiment au Togo, vous voyez. C'est très difficile pour les autres gouvernements de pouvoir maîtriser la zone. Si lui, par sa stratégie, il a réussi, et surtout, réussir à témoigner pour les postes extérieurs, la métropole, et sa responsabilité pour continuer les études les plus claires. Pourquoi nous décourager? Parce que dans le présent, nous ne sommes pas en train de donner, nous ne sommes pas en train d'encourager les Maliens qui se battent, mais c'est très important pour les situations au milieu du pays, pour le fait de l'unité, et c'est pas pour la libération de leur pays. Nous devons être patriotes. Nous devons comprendre ce que les gens disent. Ce sont les stratégies parfois de forces extérieures qui viennent créer de la diversion qui empêchent d'aller rapidement aux solutions adéquates. Allons-y aux solutions qui nous permettent de sortir pour de bon des situations plus compliquées. Et je crois que le père de votre une grande activité qui n'est pas permis que le président de l'État utilise cette stratégie. Je crois que c'est son approche, mais cette approche de la sécurité pour quand même d'accord. Tous les pays africains réussissaient au nom du patriotisme à se battre et ne plus forcément attendre que ce soit quelqu'un d'ailleurs qui devra intervenir pour les libérer. Je crois qu'on aurait fait un grand pas. Et c'est d'ailleurs lié aussi panafricanisme. Tout à fait. Alors, vous avez lâché le mot, l'idée du panafricanisme. Alors, parlons-en du panafricanisme. Vous avez suivi, il y a environ 2 ou 3 mois, des chefs d'État africains ont tenu un bon discours, un discours patriotique, un discours souverainiste, et même le Togo, étant une dictature, mais parle du panafricanisme. Alors, tout récemment, on parle de trouver une solution avec ces gouvernements de transition, ces gouvernements militaires de transition. Il y a les pays de l'AES, justement, il y a le Niger, il y a le Mali et le Burkina Faso. Ces 3 pays veulent quand même se concerter, ils se sont concertés déjà, ils ont créé un bloc solide, mais finalement, c'est toujours le général Tiani du Niger qui a proposé Faure Gnassingbé, qui est d'ailleurs un dictateur, surtout pour beaucoup de Togolais d'ailleurs. Le général Tiani a proposé Faure Gnassingbé comme médiateur. Adama Touré, sans langue de bois. On sait que, on dit souvent que les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Il y a beaucoup de panafricains qui l'ont dénoncé, même des Togolais ne comprennent pas. On ne peut pas en même temps refuser aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés de faire de la diplomatie, mais on n'arrive pas à comprendre. Quelle lecture faites-vous de la situation, Adama Touré? Merci. Écoutez, c'est vraiment désolant. Il a dit tout à l'heure que la lutte héroïque du peuple togolais pour se débarrasser d'une dictature vieille de plusieurs décennies n'est pas assez reconnue par les autres Africains. Peut-être pas beaucoup, mais il y a beaucoup qui savent que les Togolais se battent aussi depuis des années. Oui, bien sûr, on le sait. Mais selon moi, la reconnaissance qui vous est due, vous, peuple togolais, vous n'avez pas. Pour moi, c'est-à-dire, vous avez besoin de plus de reconnaissance que ça. Vous êtes parmi un des rares peuples africains qui a le plus enduré la dictature. Une dictature obscurantiste, vraiment. Une dictature despotique, féodale même. Bien. Et cette dictature-là, justement, le mouvement panafricain doit s'y opposer férocement. Et les régimes que le mouvement panafricain voulait supporter, ou les régimes qui sont revendiqués panafricains, comme le régime militaire malien, celui du Burkina Faso ou du Niger, c'est à se demander s'ils ne surfent pas sur cette mouvance panafricaine pour justement, par populisme, pour justement rester au pouvoir et se faire bien voir. Parce que je ne comprends pas que un régime dictatorial
France-africain comme celui du Togo soit un médiateur. Attendez, est-ce que vous avez suivi tout récemment le discours du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui a aussi dénoncé le paternalisme, qui a tenu un bon discours souverainiste? C'est pour ça que c'était panafricain dit que oui, le Togo change maintenant. Alors, c'est pour ça que peut-être d'ailleurs, les Maliens, les Guinéens, pas les Guinéens, mais les Nigériens, les Burkinabés vont maintenant vers Fort Nassimé. Voilà. C'est des leurs. Vous savez, on a vu aussi le président guinéen qui est parti devant les Nations Unies, se pavaner, et puis faire son appel à la cour, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'en fait, ils vont se faire bien voir. Ils ont compris que le peuple aspire à, vous l'avez vu tout à l'heure, votre ministre, je sais pas, du commerce, de l'urbanisme. De l'urbanisme. Le ministre Adedji, oui. Ils savent qu'ils sont sur un volcan. D'accord. Ils ne peuvent pas tenir. Et donc, ils ont peur que ça pète à tout moment. C'est pour ça qu'ils veulent poursuivre ces journalistes d'incitation à la révolte. Exactement. Et donc, c'est des personnes qui diront à leur tutelle française ou de n'importe quel pays, écoutez, laissez-nous surfer sur cette vague, sinon on va partir. Parce que ça ne tient pas notre système. Donc, laissez-nous râler un peu, critiquer ici, mais en vérité, le système reste là. Alors, Adama Touré, on va revenir sur cette diplomatie entre les pays de l'AES et le pouvoir de Lomé. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas convaincu. Pas du tout, puisque le panafricanisme, c'est parce que le Mali a dessus le problème. S'il veut aller vers Fonassigui pour trouver une solution, on ne peut pas refuser cette diplomatie quand même. Alors, je vais vous dire, le Mali a des problèmes, d'accord. Le Niger, le Burkina. D'accord. Mais je pense qu'on parle là d'une communauté de valeurs avant tout. D'accord. Et donc, une communauté des peuples. Des peuples. Donc, comment arriver à la CEDEAO des peuples? C'est la question. Voilà. La CEDEAO des peuples, c'est vraiment soutenir les aspirations profondes de nos peuples respectifs. C'est pas soutenir les autocrates qui sont, qui étouffent nos peuples de leurs genoux sur les gorges. Oui. C'est pas aller vers ces personnes-là de manière politicienne, de manière opportuniste. Peut-être que le Niger, le Mali, ou le Burkina, surtout le Niger ou le Mali n'ont pas trouvé d'autre solution que le Togo. Alors, il y en a d'autres, justement. Vous pensez, est-ce que il est facile de critiquer quand même? Vous pensez, vraiment? Je trouve absolument que si ces gouvernements dits panafricains soutenaient le peuple togolais et l'aidaient à se débarrasser d'un régime dictatorial comme tel, eh bien, il y a plus de succès en cela que de chercher à copiner avec un tel régime, parce que le Togo a le port. On prend le cas du Mali. Il y a un paradoxe terrible. Le Mali n'a pas de littoral. Et le Mali a maintenant un certain nombre de pays frontaliers dont il utilise le littoral. On a le Togo, on a potentiellement le Togo, on a Tema, je crois, au Ghana. Ghana, oui, justement. On a Abidjan, on a Dakar. Cotonou. On a Cotonou. On a Conakry, on a aussi le port de Ouadhibou, je crois. On ne sait pas si Mamadi Doumbouya a fermé la porte au Niger, au Mali, ou aussi Talon Bénin aussi a fermé la porte au Mali, au Niger. Ben, il reste peut-être le Togo. Alors, justement, il y a les lois communautaires. On ne peut pas fermer les ports tant qu'il n'y a pas de fermeture de frontières. Les ports, vous savez que ça ne veut dire pas que c'est des entreprises commerciales. Il y a même une énorme concurrence entre les ports ouest-africains. Mais il y a un paradoxe. Le Malien, quoi qu'il arrive, les commerçants maliens vont en priorité aux portes d'Abidjan. À tel enseigne que les Guinéens sont même très fâchés, puisqu'ils ont fait toutes les incitations possibles pour attirer les commerçants maliens, qui, une fois les frontières ouvertes, se sont ruinés de nouveau vers Abidjan. Donc, ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce qu'il y a le port du Togo qu'il faut se compromettre avec les régimes de fort.
Impossible. Le régime de force ne peut pas fermer les portes. En tout cas, selon cet panafricain, ils n'ont pas de choix. C'est pour ça qu'ils ont choisi le Togo. Mais malheureusement pour eux, le Togo, c'est un pays de dictature, comme vous le dites aussi. En fait, ils cherchent des soutiens. Comme ils n'ont pas de légitimité populaire, ils cherchent des soutiens. Ils cherchent aussi de l'argent. Certainement. Vous pensez qu'il faut Nassimi en assez? Certainement. Je pourrais comparer Yassine au Massa malien Moussa Kankou Moussa, qui s'est approprié les fortunes de son royaume pour devenir l'homme le plus riche du monde de tous les temps. C'était le fort de son époque, si je peux m'exprimer ainsi, au sens que il a hérité le pouvoir aussi de sa famille et le pays tout entier et sa fortune l'appartenaient personnellement. Un gars comme ça, est-ce que sa fortune est même estimable? Donc, ces gens-là se compromettent avec des personnes comme ça, qui sont en train de confiner tout. En tout cas, vous, Adama Touré, vous parlez sur une radio qui est très écoutée d'ailleurs. Nous, on parle sans langue de bois. Hein. Est-ce que vous y croyez vraiment à ce que vous dites que oui, cette diplomatie, c'est du bluff? C'est du bluff, c'est de l'opportunisme. Il faut le dire tel quel. Et honnêtement, ça ne grandit pas. Donc on ne peut pas aller à la CEDEAO des peuples dans ces conditions-là. Pas du tout. Quelle CEDEAO des peuples avec un Foriadema, représentant de l'État et du peuple togolais? Vous n'êtes pas trop dur à l'endroit de ces transitions militaires quand même, Adama Touré? Je le suis un peu, malheureusement, puisque selon moi, nous on attend dans ces pays, on a fait des efforts, nous, au titre du parti politique d'engagement, au titre de l'association État de l'Union, on a fait des documents, on a un document qu'on appelle Kourkampoka 2, qui énonce tout un processus constitutionnel pour refonder l'État africain post-colonial, qui est un échec et qui est un effondrement dans tous nos pays. On a pensé que le régime de transition constitue une opportunité incroyable pour refonder ces États et puis aller vers un système politique décolonisé. Et donc, nous, on veut que cette transition dans ces pays dont on a cité tout à l'heure soit une opportunité et c'est vraiment une occasion inespérée pour ces pays de refonder leur État. Et ces transitions ne sont pas vraiment en train de vouloir faire ça. Au contraire, on comprend que vous êtes très très fâché, vous n'êtes pas d'accord avec cette transition militaire, mais on va quand même les encourager sur certaines pistes de résistance africaine, même si nous Togolais totalement d'accord avec cette diplomatie, avec le pouvoir de l'OME, mais cette transition militaire aussi pose des actes qui sont à saluer quand même. On va voir la réaction du docteur Richard Tinjo, qui est président de DSA, les démocrates socialistes africains. En tout cas, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé dans cette émission panafricaine. Vous avez suivi Adama Touré, le Malien, qui n'est pas aussi d'accord avec cette diplomatie qui se noue maintenant entre les pays de l'AES, Niger, Mali et Burkina Faso. Quelle est votre réaction, vous, en tant qu'homme politique déjà? Contre le panafricanisme, c'est d'abord une vision sociale, une vision économique, une vision culturelle, une émancipation des peuples africains. C'est un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la diaspora africaine pour en faire une communauté africaine mondiale, une force mondiale dans la géopolitique. Aujourd'hui, ce qui se passe avec cette façon de s'approprier, c'est-à-dire qui s'approprie le panafricanisme, une forme de panafricanisme à la caméléon. On a l'impression comme si réellement c'est pas pour une vision sociale, une émancipation des Africains. Le panafricanisme, tout d'abord, que les Africains devront être indépendants et que la solidarité entre les Africains soit une solidarité forte. Or, ce qui se passe au niveau du Mali, je comprends un peu la logique des États et des généraux en voulant soutenir le Togo dans la diplomatie, c'est à cause peut-être des intérêts pour leur permettre d'avoir les moyens financiers de continuer le combat
pour l'occupation de leur territoire et sécuriser entièrement le pays. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est que les Maliens se disent, écoutez, nous sommes partis pour les libérer. Vous, les Togolais, partez-vous aussi pour vous libérer de cette dictature. Si vous attendez notre soutien, ce n'est pas peut-être probable que nous puissions intervenir parce qu'il y a la souveraineté des États. En tout cas, docteur Richard, vous allez continuer. Je voudrais vous relancer justement sur ce que vous venez de dire. Hein. Quand on vous dit, vous Togolais, battez-vous, oui, on a aussi entendu des compatriotes qui ne sont pas d'accord avec cette diplomatie des pays de l'AES, avec le pouvoir dictatorial du Togo. Oui, ils ont dit que les Nigériens et les Maliens surtout, leur ont dit, oui, on est d'accord avec vous, nous sommes des panafricains, on soutient le Togo, et il revient aux Togolais eux-mêmes de se lever, et nous, on vient en appui. Donc, si les Togolais n'ont pas compris ça, c'est comme si le peuple togolais ne s'est jamais levé au Togo. Oui, ce que les gens ne comprennent pas. Les Maliens ne peuvent pas intervenir au Togo, comme les Togolais ne peuvent pas intervenir directement au Mali. Si vous commencez par vous battre, ça veut dire que vous donnez notre soutien parce que nous parlons du panafricanisme. Ça veut dire que nous sommes en train de parler de cette liberté. Nous battons contre la dictature. Même si nous attendons, nous croisons les bras, attendons que ce soit les autres. Parce que le nom du panafricanisme, quand ces personnes viennent là se battre à notre place, c'est que nous sommes partis pour dormir pour plusieurs siècles. C'est clair. Les Maliens sont en train d'attirer notre attention. N'attendez pas que quelqu'un vienne, que les autres pays viennent se battre pour vous. C'est à vous de vous battre et de libérer cette dictature. Aujourd'hui, si le Niger s'approche du Togo, si le Mali s'approche du Togo, si le Burkina Faso s'approche du Togo, c'est à cause de l'intérêt qui peut tirer pour pouvoir aller protéger leur territoire. Alors, qu'est-ce que nous, Togolais, nous pouvons faire dans ce cas? Si nous-mêmes ne battons pas à l'intérieur, peut-être que le régime essaie de travailler à embellir une image au plan international. Donc, à l'intérieur, il y a des problèmes que le régime n'arrive pas à régler. Les questions d'emploi, les questions de prisonniers qui sont là, les questions de santé, il y a tellement de défis que ce régime n'arrive pas à relever. Docteur Richard Tinjo, nous sommes dans une émission panafricaine. Je ne vous coupe, vous avez encore 2 minutes pour réagir. Et dans quelques minutes, nous allons clôturer cette émission. Alors, quand on parle de panafricanisme, oui, un Togolais m'a dit, oui, si le Togo était payé panafricain, je serais très content parce que lui, il adore le panafricanisme. Hein. Donc, malheureusement, ce Togolais me dit, si vraiment il y a tant de prisonniers politiques au Togo, prisonniers d'opinion, pourquoi tant de prisonniers politiques au Togo, des leaders d'opinion, 2 journalistes ont encore été jetés en prison pour simplement avoir critiqué ou bien avoir dénoncé un vol qui s'est produit à la maison, au domicile d'un des ministres de Fonasibé, ministre Adedje. Donc, on ne comprend pas tant de prisonniers politiques autour, plus d'une centaine, des prisonniers d'opinion. Ces prisonniers constituent-ils une menace pour Fonasibé selon vous, pour qu'ils ne soient pas libérés? Pour le régime, c'est de travailler à ce que, au niveau de l'intérieur, que la liberté d'expression soit muselée. Que personne ne parle, que personne ne dénonce. Vous avez même vu ici dernièrement avec l'histoire de l'audit de la Cour des comptes concernant le Covid-19. Vous avez vu qu'à un moment donné, même le régime semblait donner l'impression que les citoyens ne doivent plus se prononcer sur cette question. Quelqu'un qui le fait, c'est qu'il est parti du procès. Donc tout ce qu'on fait dans le pays, c'est de faire en sorte que les gens le puissent s'insérer. Et que quand on dit qu'on se met tout va bien, et les gens mangent à leur faim, les gens sont bien traités, les questions politiques sont réglées, les élections qui, actuellement, on dit que normalement le mandat des députés est presque à la fin de leur mandat, ils appliquent sur cette année l'annuaire 3 pour prolonger le délai de cette député. Comment on peut fonctionner comme ça? Le programme qui n'est pas établi, le pouvoir électoral, plein de défis. Et ce régime-là, pendant plus de 50 ans, n'arrive pas à relever ces défis. Mais on ne peut pas s'approcher à ce pouvoir. Au même moment, il travaille, ce régime travaille, pour qu'au niveau de l'extérieur, cette image soit très visible, soit très bien vue. C'est pour ça que ceux qui s'approchent du Togo, ils travaillent à vouloir embellir sa diplomatie, juste pour montrer que au niveau du Togo, ça va bien. Si ça va bien, nous n'allons pas avoir les terroristes enfermés. Tout à fait. On va conclure cette émission. Des citoyens qui sont à l'exil, des gens qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce que
D'accord. Ils sont en train de travailler à pourquoi nous, nous allons continuer à être l'enfant, comme si Docteur Richard Tinjo, on conclut en même temps avec vous, puisque vous en parlez, vous lancez déjà un appel au peuple togo, le peuple africain. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission? Le panafricanisme prend de l'ampleur. Hein? Le panafricanisme, maintenant, on l'a bien vendu. Hein? Maintenant, il faut l'appliquer. C'est ça. Docteur Richard Tinjo, que direz-vous pour conclure cette émission en ligne depuis Lomé? Moi, je dirais que vous ne pas croire à ce panafricanisme partage de tous les jours. Ce régime-là, c'est le panafricanisme qui nous met dans un panafricanisme de l'heure. Vous ne pouvez pas parler du roi alors qu'à l'intérieur de votre maison est ça. C'est un panafricanisme de partage. C'est que les Togolais le comprennent. Et que les pays qui s'approchent du Togo, le Mali, le Niger, ils viennent pour leur intérêt. C'est à nous, Togolais, de travailler pour les citoyens togolais. Dans tous les domaines. Que le citoyen soit éveillé, que le citoyen soit consulté des juges qui peut se libérer, personne ne doit libérer le citoyen togolais dans pas misère, dans cette dictature-là. Et c'est pour ça que lorsque les dictateurs donnent l'opportunité aux citoyens de pouvoir chasser le régime par le feu, il faut que cette fois-ci les voitures de l'élection qui vont venir, qui vont s'organiser, que cette élection-là, que le vote soit un vote passion pour ce régime pour en finir de pouvoir. Lorsqu'on fait l'Assemblée, lorsque nous avons la majorité à l'Assemblée, nous pouvons faire des lois qui vont à leur avantage pouvoir chercher à changer la Constitution et rester éternellement au pouvoir. Nous nous appelons à ce panafricanisme des Africains, à l'union de tous les Africains, tout Africain qui est touché du problème congolais, qu'on puisse toujours comme les deux des consciences. On a l'impression qu'on continue de gagner, on attend pour le Messie, et que malheureusement ce Messie ne viendra pas. Si nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes pas capables de dire non à toutes les choses. Si nous voulons apprendre des petits intérêts, c'est tout à fait normal que nous positionnons dans la misère et que la population continue à souffrir. Je tiens à vous féliciter et à vous appliquer pour tout le travail. Merci. Merci. Encore le pays qui s'engage justement dans le panafricanisme. Donc, félicitations à Adama, pourrait aussi avec son parti. Ce qu'il est en train de faire, c'est sa constitution aussi. Merci, docteur. Très bien. Merci. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé. Je rappelle que Dr. Jatinho, vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Ça sent, hein, tout ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est du vrai panafricanisme. On est content que Kidal soit libéré. Vous l'avez aussi soutenu. Merci, Dr. Jatinho, et à très bientôt. Et la lutte continue, hein, à vous l'été. Hein, depuis Lomé au Togo. Bonsoir. On conclut également avec Adama Touré qui est venu au studio avec nous. Vous êtes dans ce studio, vous vous sentez plus fort, hein, parce qu'à vous l'été, vous donne la force quand même, Adama Touré. Alors, que direz-vous pour conclure cette émission de résistance? Alors, on a parlé de Kidal qui a été libéré. On est en joie aussi. Et en joie ne veut pas dire que le combat est fini. Hein. C'est pourquoi nous, on dit toujours à vous l'été, le combat continue. Que direz-vous pour conclure ce débat panafricain? D'abord, Sylvain, j'aime beaucoup être là, parce que j'aime beaucoup être proche du peuple congolais, de m'imprégner des réalités du Togo, de m'imprégner de la souffrance des Togolais vis-à-vis de cette dictature, dont je suis vraiment absolument conscient. Je trouve juste que le peuple, une partie des résistants togolais, tout comme une partie des panafricains de par le monde, se base beaucoup d'illusions à propos de la dictature malienne qu'ils sont incapables de considérer comme telle. Parce que la propagande a tellement pris. C'est parce qu'on est tellement pressé de voir cette libération de l'Afrique. C'est ça. Il y a aussi il y a comme une dimension. Donc on doit faire attention, on doit aller, on doit bien s'informer. Il faut s'informer, il faut écouter des voix discordantes comme la aussi. C'est pour ça d'ailleurs, on vous a invité dans cette émission. C'est vraiment formidable. Je vous remercie infiniment. Puisque
on parle par exemple des Libyens. Même si on n'est pas totalement d'accord avec c'est ça qui est... parce que nous, on soutient Assimi Goïta quand même. C'est ça. La résistance démocratique, c'est ça en fait. C'est de pouvoir accepter les sensibilités différentes. Mais on ne le soutient pas aveuglement quand même. Oui, voilà. La preuve, je suis là pour justement pouvoir m'exprimer, y compris donner une opinion qui n'est pas forcément la vôtre, n'est-ce pas? Donc c'est la preuve que Radio Avouleté est une voix de la diversité des opinions des Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, pour terminer, je voulais juste attirer l'attention sur un certain nombre de choses parce qu'il y a la sémantique de communication du régime malien, il y a les réalités. Le Mali n'est pas du tout, et encore, mais vraiment pas du tout libéré du terrorisme. Le terrorisme... Mais ça a commencé quand même. Le terrorisme gagne du terrain énormément. Le Mali, il y a deux, un peu comme on peut faire le parallèle avec le Togo, il y a un peu le même terrorisme. Les opposants sont en prison, qu'ils soient journalistes ou hommes politiques, je peux citer Félix Soko, je peux citer les anciens premiers ministres morts en prison, je peux citer Erasmus et d'autres qui sont en prison, comme au Togo. Et les indépendantistes ou les autonomistes, y compris ceux qui avaient été dans le gouvernement de transition et dans le Conseil national de transition, sont maintenant en conflit armé avec le gouvernement. Mais pour ce qui est des emprises, des terroristes, AQMI, Al-Qaïda, Djinnim, Ansar-Dine, ça reste toujours énorme. Leur emprise reste intacte. Et c'est invisible, puisque ce n'est pas des grandes villes. Vous voyez? Donc, ne vous bercez pas d'illusions en disant que le Mali est en train de se libérer du terrorisme. Le Mali a fait un nettoyage de sa dissidence politique et autonomiste pour que la surpuissance, la toute-puissance de l'État centraliste malien bamakois reste entière. Maintenant, par rapport au gouvernement togolais aussi, parce que je suis vraiment indigné par ce qui se passe avec le gouvernement togolais. Vous savez, le gouvernement malien ou ces gouvernements de 3 pays sahéliens soutiennent le gouvernement togolais et ferment les yeux sur les exactions au Togo parce que pour des choses, eux aussi font la même chose, mais aussi parce que le Togo les soutient. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est économiquement plus important que le Togo pour tous ces pays. Ils ont la première diaspora malienne dans le monde, c'est en Côte d'Ivoire. Et puis, les liens économiques avec le port d'Abidjan, c'est énorme. Mais dès lors que le régime d'Abidjan n'avait pas soutenu les régimes militaires au Mali et dans ces pays, ils ont coupé le pont. Vous voyez? Donc, le pont d'Abidjan et tout ce qui s'ensuit, ils ont abandonné. Ils ont renoncé, en tout cas, ils ont assumé d'être en dissidence, en opposition avec le gouvernement d'Abidjan. Mais ils sont amis avec le gouvernement togolais parce qu'ils veulent, peu importe qui tu es, si tu les soutiens, c'est bon. Ils sont en mal de soutien. Même si la France soutenait ces régimes et disait, je vous soutiens, il n'y a pas de souci, faites comme vous voulez, ils vont changer de langage, ils vont abandonner cette posture de victime et dire, oui, la France, ce sont nos amis, ils ont changé. Les dialectiques ne changent pas. Ils sont hyper forts dans la communication, mais cher peuple africain, cher peuple panafricain, ne vous bercez pas d'illusions. Nous, on est maliens, on n'est pas des... On peut connaître nos backgrounds, on n'est pas des personnes vendues, on n'est pas comment on dit, on n'est pas des imbéciles. On aime nos pays et nous sommes en train de vous alerter que c'est des dictatures en téléchargement dans nos pays. Je fais un dernier parallèle avec l'avènement du régime hitlérien qui était un régime... Je vous donne 30 secondes seulement pour conclure. Un régime vraiment flamboyant qui avait écrasé le chômage, qui avait redonné la fierté à l'Allemagne, qui avait reconquis Alsace-Lorraine et toutes les endroits où il y avait des Allemands. Les gens avaient fermé les yeux sur les affres du régime. Ils ne savaient pas qu'il y a une dictature terrible, féroce, génocidaire, qui était en train de s'installer en Allemagne. Quand ils se sont réveillés,
Ils avaient tellement honte de lever la tête. Au Mali, dans ces deux autres pays, on a des dictatures qui sont en train de se préparer pour sédimenter au pouvoir avec leurs projets constitutionnels respectifs, qui leur garantit encore peut-être 20 ans de pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est vraiment épouvantable. Ouvrez les yeux sur ça. Faisons en sorte que des voix comme la nôtre, qui sont des voix écrasées, inaudibles au Mali, puissent être entendues pour que la diversité des opinions et des sensibilités... Je ne pense pas que vous travaillez. Hein. On est en studio, on se voit face à face. Je ne pense pas que vous allez travailler avec ces forces exogènes qui veulent déstabiliser quand même l'Afrique. Hein. On ne va jamais l'accepter. Absolument pas. D'accord. La crainte, mais je vais vous dire, eux, pour terminer ce mot, c'est très important. En 30 secondes. Notre pire ennemi, selon eux, leur pire ennemi, ce n'est pas Assimi Goïta, c'est des partis politiques comme les nôtres. Pourquoi? Nous, on veut abandonner la République. En abandonnant la République, on abandonne tous les ressorts juridiques, mémoriels, psychiques, institutionnels de la colonisation. D'accord. Et de l'emprise des Blancs. On reviendra plus tard là-dessus. On veut abandonner leur langue. Et ça, pour eux, c'est beaucoup plus important que de fermer une base militaire. Et donc, merci Adama Touré. Ne pensez absolument pas que nous sommes en copinage avec ces Blancs. Au contraire. D'accord. Au contraire. Si ça nous rassure quand même. Rassurez-vous. Et puis, merci beaucoup Adama Touré. Fouillez dans nos backgrounds, fouillez dans nos vies pour voir s'il y a une trace quelconque de quelque copinage que ce soit avec ces régimes ou avec ces pays étrangers et ces puissances exogènes. C'est tout le contraire. Au contraire, on a aussi persécuté pour nos opinions. On a compris. On va revenir. En tout cas, merci beaucoup à Adama Touré d'être au studio de Radio à Volonté, qui veut dire la lutte continue, qu'elle est Tanière. Merci à vous qui nous avez suivis sur notre compte YouTube. Continuez à vous abonner et on va toujours nous rappeler de cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et Thomas Sankara en renchérit en disant: seule la lutte libère. Africain, la lutte doit continuer. C'est pour cela que nous sommes sur Radio à Volonté, qui veut dire qu'elle est Tanière en Bambara. Et au Congo, Bitumba, Nasuka. À bientôt. Bonsoir.